Imaginez un lac calme, perdu, dans un coin tranquille, un lac dans l'Aveyron. Un lieu que peu de gens connaissent, sauf ceux qui y vivent. Et parmi eux, certains ignorent l'existence d'un petit ponton niché entre deux maisons. Ce ponton, c'est à la fois une frontière et un lieu de passage. D'un côté, Gabin, un écrivain parisien venu à contre-cœur après le décès de son père absent. De l'autre, Elisou, une illustratrice sourde, bienveillante et ancrée dans ce coin de nature. Entre eux, Louisa, la fille d'Elisou, lumineuse et perspicace. Le roman que je vais présenter aujourd'hui n'est pas un roman d'action, ce n'est pas un thriller. C'est un roman qui parle des liens que l'on tisse ou que l'on défait, dans le silence, dans les regards, dans les émotions enfouies. Aujourd'hui, on va parler du livre Amaïzadis de Raphaël Marat, publié aux éditions Ozril. Et croyez-moi, ce livre a été un réel coup de cœur. Bonjour à tous et bienvenue sur OG's Book Club, le podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis très contente de le filmer puisque c'est un épisode sur un livre qui a été un véritable coup de cœur cette année. De base c'était un service presse pour la maison d'édition Ozril et au final je ne pouvais pas m'empêcher d'en faire un épisode tellement ce livre était bien. Si vous découvrez cette chaîne, je m'appelle Audrey et voici mon podcast littéraire. Je poste une vidéo et un épisode sur Spotify tous les vendredis à 17h et je parle d'un livre pendant une vingtaine de minutes. On va commencer par la première partie, on va parler des personnages. Partie 1, deux vies, deux mondes. Elisou ou la douceur résiliente. L'histoire commence du point de vue d'Elisou. Elle vit ici depuis toujours au bord du lac. Elle est née sous X, sourde, de naissance, et elle a un frère jumeau. Ils ont tous les deux grandi dans une famille adoptive aimante qui a su répondre à leurs besoins. Elle est illustratrice et son frère est prof de LSF. Langue des signes française. Malgré les épreuves, Elisou a construit une vie pleine de sens, ancrée dans ce lieu, avec des gens qu'elle aime. Ce que j'apprécie avec ce premier personnage, c'est que c'est un personnage lumineux sans être naïf. Elle a connu la douleur, elle a connu l'absence, elle a connu la mort de son mari, et pourtant, elle ne se laisse pas envahir par la colère. Elle trouve toujours du positif dans ce qui l'entoure. Elle est déterminée à faire un pas vers notre second personnage, Gabin. Elle souhaite l'accompagner, non seulement parce qu'elle l'a promis à Toby, le père décédé de Gabin, mais aussi parce qu'elle sent qu'il ne faut pas le laisser seul dans cette douleur sourde. Elle sait que tôt ou tard, il faudra comprendre son histoire, comprendre son père et se comprendre lui-même. Et à ce moment-là, elle sera prête puisqu'elle détient des fragments de la vérité. Ensuite, notre second personnage, Gabin, l'homme en colère. Gabin est évidemment l'opposé d'Elisou. Il débarque au lac avec des valises pleines de ressentiment. Il ne comprend pas pourquoi elle devrait être là. Pourquoi s'occuper des papiers de succession d'un père qui n'a jamais été présent? Il a perdu sa mère et son frère lorsqu'il était jeune et depuis son père n'est plus le même. Et sa première interaction avec Elisou est un clash. Il lui hurle dessus à propos de la musique trop forte. Sauf qu'Elisou ne réagit pas. Et pour cause, elle n'entend rien. Et c'est Louisa, sa fille, qui lui explique. Elle met la musique très fort parce qu'elle ressent de cette manière les vibrations. Et ce qui est intéressant, c'est que Gabin est complètement désarçonné par cette réponse. On réalise que cet écrivain, doué pour les mots, a du mal avec les silences. Il se méfie, il rejette tout le monde, il se sent comme l'imposteur, le nom que la fille d'Elisou lui donne. Il dit d'ailleurs, une fois que ce moment passe, « Je me nourrissais de mes lectures pour comprendre la joie, le chagrin, mais la seule émotion que je maîtrisais parfaitement, c'était la colère. » On comprend peu à peu que Gabin n'est pas seulement en colère. Il se débat avec ses propres fantômes, ses blessures enfouies, les non-dits. Pourtant, malgré sa carapace, il laisse une brèche, une faille dans laquelle s'infiltrent Elisou et sa fille Louisa. Leur présence vient bousculer son quotidien mort, briser le silence dans lequel il s'était retranché. Et peut-être que sans le savoir, ces deux personnages vont être la clé pour qu'il puisse battre ses démons. Notre troisième personnage, c'est la fille
d'Elizou qui s'appelle Louisa. Ce personnage est important parce que c'est elle qui a la première interaction avec Gabin, c'est elle qui entre en contact pour la première fois et c'est elle qui le met face à tout ce qu'il est en ce moment même. Elle va devoir partir puisqu'elle va aller en colonie de vacances. C'est les grandes vacances lorsqu'il revient puisque son père est décédé. Et Louisa lui demande, même si il ne s'entend pas forcément avec sa mère, de veiller quand même un peu sur elle. Elle est sourde et qu'elle a besoin quand même de quelqu'un dans le cas où il lui arriverait quelque chose. Et avant de partir en colonie, elle lui dit d'ailleurs, si tu es méchant, c'est parce que tu es triste. Et ça fait mal. Et je trouve que c'est un personnage très intéressant parce que, comme on le dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Là, Gabin est un peu piqué, donc c'est comme ça qu'il va commencer à interagir un peu avec Elizou, tout en étant toujours un peu grincheux et en colère bien sûr. Du haut de ces quelques années, Louisa, la fille d'Elizou, observe, entend et elle agit. Elle bouscule les adultes dans leur silence et dans leur douleur. Ce lien imposé par Louisa devient peu à peu un attachement sincère. Louisa le désarme avec sa spontanéité. Elle le fait rire. Et ça, c'est quelque chose de très rare chez lui. Et surtout, elle lui montre une autre manière d'être au monde. Louisa, c'est donc la clé. C'est la clé du monde d'Elizou parce que c'est grâce à elle qu'il découvre les rituels de son père, les petites habitudes et qu'au final, il avait quand même beaucoup d'amour pour les deux voisines. Il les protégeait. Dans l'ombre paisible du lac Amaizadis, il existe un fil qui lie tous les personnages. Ce n'est pas seulement une histoire de voisins et de deuil, c'est l'histoire d'une promesse, celle d'Elizou de transmettre le secret de Toby à son fils. Au départ, Gabin ne veut rien savoir. Il est en colère, refermé et sans mur dans sa douleur. Mais dans le bureau de son père, il va trouver un indice qui va laisser entrouvrir un petit peu de lumière dans son cœur. C'est une photo oubliée dans un vieux album. Cette photo, anodine en apparence, agit comme une clé vers une mémoire qu'on a tenté d'enfouir. Et cet album va devenir la boîte de Pandore de Gabin. Il sait que continuer à feuilleter les photos, c'est de faire jaillir d'autres souvenirs. Et à chaque souvenir dévoilé, ce n'est pas juste l'histoire de son père qu'il découvre, c'est aussi l'histoire de sa voisine Elizou. L'importance des mots et leur absence. Dans ce livre, nous avons aussi deux personnages qui sont liés par l'amour du langage. Gabin, c'est un écrivain et Elizou, c'est une illustratrice de romans. Tous deux travaillent avec des maisons d'édition et ont cette passion pour la lecture et pour l'écriture. D'ailleurs, on a une description de l'appartement, de la maison d'Elizou qui est remplie de citations sur les murs et elle classe ses livres préférés non pas par ordre alphabétique ou par couleur, mais par notation. Donc si ça la fait ressentir quelque chose, ces livres vont être forcément mis en avant. Chez Elizou, on parle en gestes, en vibrations et en regard. Et chez Gabin, on parle en silence, on parle à l'écrit. Mais parler, c'est tout autre chose. Et pourtant, ces deux personnages vont apprendre à se comprendre tout au long du livre. Ça commence par des échanges de textos, puis ensuite ça va être des lettres et parfois des silences pleins de sens. D'ailleurs, la première fois qu'ils interagissent ensemble, une fois que Louisa part en colonie de vacances, Gabin dit d'ailleurs qu'il n'aime pas parler, il préfère écrire. Et c'est là qu'Elizou sort son téléphone et lui dit « Eh bien, écrivez ». Et ils vont passer cette première nuit à se découvrir entre guillemets en s'envoyant des SMS. Et même si Gabin trouve ça un peu dérangeant, il joue quand même le jeu pour apprendre à connaître sa voisine. Au départ, ça va être des messages un peu colériques et avec le temps, on va voir que un lien se crée entre ces deux personnages. Donc ce n'est pas juste une histoire d'amour cliché, c'est une histoire de lente connexion. Ce qui est très intéressant dans cette romance, c'est que les deux personnages ne cherchent en aucun cas à dépasser les limites de l'un ou de l'autre. Ils se cherchent tout au long du livre et je trouve ça très beau et très réaliste. Évidemment, on a un aspect du livre qui est aussi très original dans cette romance, c'est qu'on met en avant une langue visuelle. Le livre rend hommage à la langue des signes. C'est un appel à l'acceptation de cette langue, à l'acceptation de qui on est. C'est aussi un hommage à l'écriture et aux manières multiples de dire « je te vois, je t'accepte et je t'entends ».
La surdité comme sensibilité. Ici, dans ce livre, la langue des signes n'est pas un handicap. Pour moi, l'un des aspects les plus intéressants dans ce livre, Amaizadis, c'est l'aspect dans lequel la surdité a été traitée chez Elizu. Le récit évite totalement ces histoires où on a de la pitié pour le personnage, on le voit vraiment comme un réel handicap et que toute sa personnalité est tournée autour de sa surdité. Elizu n'est jamais une seule fois définie par ce qu'elle peut faire, mais par ce qu'elle est. C'est un personnage très intéressant puisqu'Elizu est forte, elle est intelligente, elle est très empathique. C'est une mère attentive, une amie fidèle, une sœur adorable, une jeune femme passionnée de lecture et d'art. Sa surdité est un fait. C'est là, mais ça n'empêche en rien son quotidien. Elle s'adapte, elle innove et elle communique avec tous les outils à sa disposition. Et parfois, même mieux que ceux qui entendent. Elizu, elle entend autrement. Elle écoute avec les yeux, elle capte les silences et elle ressent au-delà des mots. À travers ce personnage, c'est tout un rapport à la communication qui est bouleversé. Le roman nous pousse à nous, entendants, à remettre en question notre manière de communiquer avec les autres. C'est bien sûr une véritable invitation à voir la différence comme une richesse plutôt qu'un manque. Un autre point fort de ce livre, c'est que cette romance est tournée autour d'une écoute émotionnelle. Elizu est là et lorsque Gabin en aura besoin, elle sera présente pour lui donner les réponses. Contrairement à d'autres romances que j'ai pu lire jusque-là, je trouve que l'équilibre entre les deux personnages a été bien réalisé, puisqu'ici nous avons une écoute émotionnelle. Elizu est prête à attendre Gabin lorsqu'il aura la capacité d'entendre des choses sur son passé, sur son père. Elle sera là à lui apporter une épaule réconfortante. Et Gabin, lui, même s'il a l'air très grincheux et très en colère, on comprend que c'est une personne qui est profondément blessée et qui a envie de changer, qui n'a pas envie d'être cette personne-là toute sa vie. Et c'est justement là où leur romance, elle est très réaliste et très bien écrite. Plus on avance dans les chapitres et plus on va apprendre des choses, que ce soit sur la vie d'Elizu, on apprend qu'elle a un auteur préféré, on apprend aussi qu'elle était mariée mais que son mari est décédé et que depuis elle élève sa fille toute seule. Et que c'est pour cette raison qu'elle était très proche du père de Gabin, puisque comme c'était le voisin, il venait souvent leur prêter main forte, faire des petites réparations, etc. On apprend que Gabin, de son côté, vit très mal le fait d'avoir perdu sa mère et son frère, et c'est très compréhensible, et qu'il a l'impression que depuis, le lien avec son père a été brisé, puisque son père ne pouvait pas le regarder sans être triste. Et grâce à Elizu, grâce à la fille d'Elizu, il va découvrir des choses sur son passé et sur le passé de son père qui vont être douloureuses, ça c'est sûr, mais qui vont le permettre d'avancer et de changer sa façon d'être. Je pense que vous l'avez un petit peu compris parce que là je vais vers mon avis, c'est un livre que j'ai énormément adoré. Parce que ce que je reproche aux romances que j'ai pu lire jusque-là, c'est qu'on reste sur quelque chose qui est assez cliché. On a souvent deux personnages qui se détestent et qui vont se mettre ensemble au bout du 40e chapitre sur un prétexte complètement cliché, illogique, qui outrepasse un peu tout ce qui a été jusque-là. Et même si des fois certains de ces livres essaient de montrer que ces personnages changent parce qu'ils sont ensemble, d'où l'importance d'être à deux, d'où l'importance d'une romance, je trouve qu'il n'y a pas de réelle évolution. Et dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que si vous cherchez une romance où c'est un meet cute et directement ils s'aiment, ou dans les 20 premiers chapitres ils seront déjà ensemble, ne lisez pas ce livre-là parce que ce n'est pas le cas. Ça va être très long, leur histoire d'amour est très lente, mais je trouve que c'était ça qui donnait un côté très réaliste parce que dans la vie, c'est un peu comme ça aussi, on apprend à connaître l'autre. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est tout le travail autour de la surdité bien sûr, parce que il y a quelque chose qui a été vraiment fait et de manière très intentionnelle. On n'a pas donné ça à ce personnage juste pour ajouter
un petit cliché ou un petit twist. C'est vraiment un élément très important dans l'histoire parce que ça permet de renforcer cette notion de communication avec notre autre personnage qui, lui, est entendant. Et là où le livre est encore plus exceptionnel, c'est qu'à la fin du livre, vous avez des QR codes qui permettent de connaître un peu plus de choses sur la communauté sourde et malentendante. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce livre, c'est que je trouve que le problème des romances d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas forcément cette poésie. On va jouer sur ce meet and cute, on va jouer sur les clichés, on va jouer sur d'abord ça va, ensuite on a un élément perturbateur, hop on le résout et c'est fini. Et là, au final, l'élément de résolution est apporté littéralement dans le dernier chapitre. Donc tout le long, on a des petites pistes, on a des petites choses, mais ça va prendre son temps. Et là où le livre est très joli, c'est que la plume était magnifique. Je ne rigole pas quand je dis que j'ai surligné pratiquement toutes les pages parce que je trouvais que la façon dont les phrases étaient tournées, c'était très beau. Et il y avait vraiment une réflexion sur comment rendre cette œuvre poétique. J'ai tellement aimé ce livre et tous les personnages que j'ai vraiment pas voulu le terminer. J'essayais en fait de procrastiner cette lecture. Donc je suis restée longtemps sur les 2 derniers chapitres parce que je voulais pas que ça se termine. Je n'avais pas envie de quitter cette douceur estivale au début, je n'avais pas envie de quitter le lac, je n'avais pas envie de quitter les voisins, je n'avais pas envie de quitter nos personnages qui se découvrent et qui essaient de changer et tout ce que l'histoire peut nous apporter. J'ai trouvé que c'était vraiment une romance qui était super équilibrée et moi qui déteste la romance, là pour le coup c'était une grosse surprise et je pense même que c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Donc si jamais vous avez un peu de temps, vous avez envie de lire quelque chose qui change un peu mais qui est très très bien écrit, qui est très bien mené, je vous invite à lire Amazadis de Raphaël Marat. On arrive à la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu, qu'il a pu vous apporter un peu des pistes sur ce livre, de vous faire découvrir d'autres livres qui ne sont pas forcément autant plébiscités mais qui le mériteraient amplement. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à écouter tous les autres épisodes que j'ai fait jusque là. Je parle vraiment de tout. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.